Nous sommes en 2007 à Senlis, au nord de Paris. En cette fin d'après-midi, Johnny Bienvenu, un jeune homme de 26 ans, travaille dans son jardin. Loin de se douter que dans quelques minutes, sa vie va basculer dans un véritable cauchemar. Il est 19 h. Alors qu'il s'apprête à sortir comme tous les samedis soirs, soudain, Johnny est terrassé par une immense fatigue. Cet employé de sécurité, qui habituellement déborde d'énergie, se sent comme foudroyé par un mal étrange. Et je suis incapable de rien faire, je suis extrêmement fatigué. C'est le corps qui veut plus, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, mais le corps il veut plus. Il n'y a rien à faire, quoi. Johnny ne tient plus debout. Sans s'en rendre compte, il glisse dans un étrange sommeil très intense. Et quand le jeune homme se réveille quelques heures plus tard, en pleine nuit, quelque chose a changé en lui. Je savais plus si on était le matin ou le soir. Donc j'étais complètement ailleurs, quoi. Épuisé, il retourne donc se coucher. Mais la nuit ne va pas suffire. En réalité, Johnny va dormir 5 jours durant, comme un animal en pleine hibernation. À peine trouve-t-il le temps de s'alimenter ou de boire un verre d'eau. Je dormais 22 heures sur 24, quoi. J'étais allongé dans le lit, une épave, et puis j'attendais que ça passe, quoi. Sans nouvelles de sa part, sa mère et sa sœur, qui habitent à quelques pâtés de maison, viennent voir ce qui se passe. Elles le découvrent dans un état presque second. J'étais inquiète. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve ce qu'il a, quoi. J'en ai marre de le voir comme ça, à moitié en léthargie. Il est dans un autre monde, il est totalement ailleurs, il est fermé. Et t'as beau lui parler, lui raconter ce que tu veux, il te répond pas. Cette crise de sommeil inquiétante va durer 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Johnny ne va faire que dormir, sans autre raison que cette fatigue contre laquelle il ne peut pas lutter. Les médecins sont désemparés. Il s'endort dans la journée dans des situations dans lesquelles il devrait rester éveillé, en toute logique. Johnny Bienvenu l'ignore encore, mais sa vie, à partir de là, ne sera plus jamais la même. Alors comment expliquer que ce jeune homme en pleine santé sombre ainsi dans un sommeil si profond? Johnny trompe-t-il son entourage ou au contraire est-il victime d'une sorte d'ensorcellement? Cette énigme, les médecins vont mettre plusieurs années à la résoudre avant de découvrir l'incroyable vérité dans cette affaire. Trois semaines après ses premiers symptômes, la crise de Johnny disparaît aussi brutalement qu'elle est apparue. Un matin, le jeune homme se réveille comme avant, en pleine forme. Seulement, l'expérience l'a traumatisé. Johnny veut absolument savoir quel est ce mal étrange qui l'a terrassé pendant 1 mois. Le jeune homme se rend alors chez son médecin et c'est lui qui va lancer les investigations. Mais à ce stade, le spécialiste n'a pas la moindre piste. Johnny repart donc avec une ordonnance et oublie cet épisode. Il dit bon, bah, c'est rien, c'est un coup de fatigue, on va te donner des vitamines, ça ira mieux demain, et voilà, quoi. Mais cette première crise n'est que le début d'une longue série, car 6 mois plus tard, le mal ressurgit. Cette fois-ci, c'est au volant de sa voiture, sur une voie rapide, alors qu'il se rend à son travail. Soudain, un vertige l'envahit. Ça devait être 5 h du matin, et sur l'autoroute, je me rappelle sur la 1, j'étais à 50 km/h. Tellement, ben, je calculais rien, en fait, je savais même pas où j'étais. Et je suis rentré chez moi, quoi. Je me suis mis en arrêt là, parce que là, c'était plus possible, quoi. Donc là, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Là encore, Johnny repart dans un cycle infernal. Pendant plusieurs jours, il dort une vingtaine d'heures sur 24. Et à chaque fois, il est quasiment impossible de le réveiller. La petite sœur de Johnny, Chloé, est effrayée par son comportement et les jours entiers qu'il passe prostré dans son lit. Il parle pas en fait, il est ailleurs. Et même j'ai beau lui parler, il calcule même pas que je suis là, quoi. Mais je le ressens tout de suite en fait. Je ressens qu'il est totalement différent. Pendant les rares moments où il a les yeux ouverts, Johnny a l'impression de vivre un vrai cauchemar. On fait un peu comme dans un rêve, quoi. Comme on dort la nuit, on rêve, bah, c'est pareil, quoi. Sauf que là, on rêve pas, quoi. C'est bien réel, donc c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être moi-même, quoi. C'est comme si j'avais un autre corps, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Je rêve à rien faire. Je suis une épave toute la journée.
Ces phases d'éveil sont très courtes et Johnny en profite pour accomplir des tâches indispensables. Des gestes du quotidien qui sont devenus un véritable calvaire. Quelque chose en lui est en train de muter. Même rentrer dans la douche, le toucher de l'eau chaude et de l'eau froide, j'arrivais pas à trouver ce qu'était l'eau chaude et l'eau froide. Donc c'est des coups à se brûler, ou glacer parce qu'on ne sait même pas. De façon inquiétante, le jeune homme est devenu insensible à la douleur. En revanche, comme un animal, son odorat est décuplé. Les frites, je pouvais plus les manger, l'odeur c'était horrible, horrible. J'ai l'impression que ça sentait tout sauf la frite, quoi. Comme une impression de manger de l'huile, quoi. Vraiment, c'est vraiment horrible, quoi. Johnny n'est plus maître de son corps. Il est même devenu incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Jouer à un jeu vidéo, c'est impossible. Lire, c'est impossible. On comprend pas en fait ce qu'on lit, quoi. La télé, on va regarder un film, mais on n'arrive pas à bien se concentrer dedans. On n'est pas attentif, quoi. La famille de Johnny est totalement déboussolée. Comment le jeune homme a-t-il pu changer à ce point? Il y a encore 6 mois, il était jovial, très apprécié de ses amis, un jeune garçon bien dans sa peau. Le changement est radical. Johnny, il est tout à fait sociable. C'est même lui qui va engager les discussions, qui parle beaucoup. C'est le premier à faire des conneries. Enfin, c'est le premier qui fait rire un peu tout le monde, quoi. J'étais déterminée à trouver qu'est-ce qu'il avait. Parce que je me dis, c'est pas possible d'être comme ça, quoi. C'est impossible. Un état de léthargie que Johnny ne supporte plus. Après cette nouvelle crise, les médecins décident alors d'examiner son cas de beaucoup plus près. Pour commencer, ils vont explorer sa personnalité, examiner son passé pour comprendre quel est ce mal qui le dévore. En fouillant dans son histoire, un premier événement les intrigue particulièrement. En 1997, alors âgé de 16 ans, le jeune homme a un accident de scooter sans gravité. À l'arrêt, une moto le percute par l'arrière et le fait tomber. Johnny se relève sans mal, enlève son casque. Mais à cet instant précis, il perd connaissance et heurte le bitume la tête la première. Un choc qui provoque un léger traumatisme crânien, auquel les médecins ne prêtent guère attention à l'époque. Le médecin il disait bon, vous avez subi un trauma crânien, mais bon, rien de bien méchant. Enfin, ils n'avaient pas l'air spécialement inquiets, moi non plus d'ailleurs, parce que j'avais rien. Enfin, pour moi, ça allait très bien, quoi. Cet accident anodin à l'époque prend une nouvelle dimension. Les enquêteurs jugent qu'il pourrait être responsable des troubles rencontrés aujourd'hui par Johnny. C'est-à-dire que c'est les patients qui avant ne dormaient pas, et puis du jour où ils ont eu ce trauma, même si ça peut être un traumatisme crânien modéré, ils se mettent à dormir, et à dormir beaucoup. Johnny subit une batterie d'examens. Ce banal accident de scooter pourrait-il être à l'origine de ces crises incontrôlables de sommeil? C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs pendant 2 mois, le temps que les résultats tombent. Et ils sont sans appel. Le traumatisme crânien de Johnny s'est totalement résorbé. Cette hypothèse est écartée. L'enquête doit rebondir sur une autre piste. Les spécialistes que Johnny consulte reprennent alors les investigations à zéro. Un véritable interrogatoire pendant lequel ils questionnent Johnny sur ses symptômes, sur ses habitudes, sur sa vie passée. En recherchant des indices, ils s'aperçoivent alors que Johnny a parfois un comportement étrange pendant leur entretien. Il change d'humeur d'une seconde à l'autre, passe d'un état joyeux à une profonde tristesse. Est-ce le signe d'une dépression? La dépression, c'est avant tout un ensemble de symptômes. Et ces symptômes, on va essayer de les rechercher. La tristesse de l'humeur, l'anédonie, il n'a plus envie de faire. Il a plus envie de faire ce qu'il faisait avant. La perte de la motivation. Et puis parfois les idées noires, les idées tristes, les idées suicidaires. Les médecins encouragent Johnny à suivre une thérapie. Toutes les semaines, il se rend chez un psychiatre. Les parents de Johnny se sont séparés alors qu'il était adolescent. Un divorce difficile. Les enquêteurs croient y déceler une explication à ces changements d'humeur. Le psychologue, il me parlait de ma famille, il croyait que c'était un problème familial, qu'il y avait alors, il disait de ma sœur, il parlait de mon frère, il parlait de ma mère, de mon père. Mes parents étaient divorcés, donc ça venait peut-être de ça, que j'étais en dépression. Il faisait des croquis avec mon frère, ma sœur, il disait bon, là, ça peut venir de ça.
Mais le psychiatre ne va déceler aucun trouble psychologique. Johnny est un garçon stable et équilibré. La thérapie n'apporte d'ailleurs aucun effet bénéfique, car 8 mois plus tard, le jeune homme rechute et plonge à nouveau dans cette étrange hibernation. Ça paraissait quand même vraiment énorme comme chose, quoi. Être vraiment aussi mal, puis surtout que c'était pas en permanence, quoi. Ça me durait 1 mois, peut-être 2 mois au pire des cas. Et après ça allait très bien, donc j'ai bien compris que c'était pas ça, quoi. Le psychiatre lui prescrit quand même des antidépresseurs qui n'arrangent rien. La mère de Johnny commence également à douter du bien fondé de la thérapie, d'autant que les crises de son fils continuent de plus belle. On a fait beaucoup de médecins, personne ne trouvait jamais rien, toujours dépression, dépression. Et mon fils avait toujours le même problème de ne pas aller bien. Et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a autre chose. Les spécialistes doivent se rendre à l'évidence, la psychothérapie et les médicaments n'améliorent pas l'état de Johnny. La thèse de la dépression s'écroule. C'est un nouvel échec pour les enquêteurs. Cette hypothèse écartée, les médecins examinent une piste qui paraissait jusqu'alors inenvisageable. Ce garçon apparemment sage et sans histoire pourrait-il cacher une vie plus trouble qu'il n'y paraît? Ces états fréquents de léthargie seraient-ils la conséquence d'une consommation cachée? Sans détour, les enquêteurs soupçonnent Johnny de prendre de l'alcool ou de la drogue. Il y a toutes sortes de drogues qui peuvent déclencher des états psychiatriques, entre guillemets. Donc oui, ça peut passer pour un facteur déclencheur qu'il va falloir considérer. Johnny va subir plusieurs prises de sang. S'il consomme de la drogue, ses analyses vont le révéler. Mais une nouvelle fois, les résultats mettent à mal cette hypothèse. Aucune trace d'alcool ou de stupéfiants dans l'organisme de Johnny. Pourtant, les médecins ne renoncent pas. Johnny est un gros fumeur, près de 2 paquets par jour. Ils accusent alors une surdose de nicotine. Le jeune homme encaisse mal ces nouveaux soupçons. C'est sûr, ça m'a choqué, quoi, parce que je n'étais pas le seul à fumer des cigarettes à cette époque-là. Les autres, ils n'avaient rien, donc moi, pourquoi moi, quoi? Je veux dire, ça n'a aucun rapport, quoi. La cigarette, même à haute dose, bien sûr, va aussi être un stimulant du système nerveux central dans le cerveau. Donc oui, bien entendu, ça peut jouer, mais c'est pas, on ne peut pas dire à ce patient, c'est parce que vous fumez que vous avez ça. Certainement pas. Les spécialistes sont unanimes. La nicotine, même à très haute dose, ne peut pas avoir provoqué de tels dégâts sur Johnny. Là encore, le corps médical doit se résigner à abandonner cette piste. Johnny se retrouve dans l'impasse. Ses crises de sommeil continuent et les enquêteurs baissent les bras. Pourquoi passe-t-il des semaines à dormir 20 heures par jour? Pourquoi ces crises apparaissent-elles pour disparaître aussi soudainement? Personne ne peut lui répondre. Une angoisse, d'autant que même sa famille commence à douter. Si les spécialistes ne trouvent aucune explication, c'est peut-être que le mal de Johnny n'existe pas. Les soupçons s'insinuent dans l'esprit de sa mère et de sa sœur. Quand il m'expliquait des choses qu'il avait pu vivre, moi je rigolais en fait, j'y croyais pas, je me disais arrête de dire n'importe quoi, c'est pas possible. Enfin voilà, je croyais vraiment pas. J'avais l'impression qu'il en rajoutait, quoi. Je me disais toujours, il me fait des films, il faut qu'il arrête. Je venais même à l'enguirlander, quoi. Je lui disais, allez, bouge, arrête, t'en rajoutes pas un peu. Alors là, bien sûr, on n'était pas en bon terme. En plus de ces crises, Johnny doit affronter les sarcasmes de ses proches. Le jeune homme est perdu. Il n'y avait personne qui m'aidait parce qu'à vrai dire, personne ne savait ce que j'avais. Donc pour eux, ils croient que ouais, t'es en crise, c'est bon, arrête avec ta crise. Ils croient que je mente, quoi, donc pas du tout, quoi. Alors Johnny décide de multiplier les démarches. Seulement 6 spécialistes ont déjà échoué devant son cas. Le 7e qu'il rencontre va même jusqu'à le déclarer dément. Oui, il m'a pris pour un fou, quoi. Enfin, je sais pas pour qui il m'a pris, mais en tout cas, il m'a pris pour ce que j'étais pas, quoi, c'est sûr. Il a essayé de trouver autre chose que par rapport aux autres médecins, quoi. Ce diagnostic lui fait l'effet d'un électrochoc. Johnny est intimement convaincu qu'il n'est pas fou. Il doit absolument trouver l'origine de son mal. Alors le jeune homme abat sa dernière carte. Il se démène pour obtenir un rendez-vous dans un service très pointu de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
un centre spécialisé dans les maladies rares du sommeil. Johnny en est persuadé. Si ces spécialistes n'ont pas d'explication, personne d'autre ne trouvera. Le médecin qui le reçoit reprend l'histoire depuis le début, une fois de plus. Johnny est soumis à une batterie d'examens, mais c'est une scintigraphie qui va changer le cours de l'enquête. Un examen nucléaire du cerveau pour lequel on injecte un liquide radioactif. Et la lecture des résultats va révéler quelques surprises. Un dysfonctionnement sur le lobe temporal, la partie du cerveau qui nous permet d'intégrer notre environnement. Cette anomalie, le docteur Arnulf y a déjà été confronté. Alors son diagnostic est formel. Johnny est atteint d'un syndrome au nom barbare, le syndrome de Kleine-Levin. Une maladie neurologique extrêmement rare. 1 à 2 cas sur 1 million de personnes. Le fait d'avoir des épisodes comme ça, une durée d'1 à 2 semaines, en dormant 24 heures sur 24 ou presque, sans dépression associée, et d'en avoir plusieurs dans l'année, ça doit faire évoquer le diagnostic de Kleine-Levin. Une fois qu'on a éliminé la consommation de cannabis, une dépression sévère, il n'y a pas d'autre maladie qui donne cela. Cela fait près d'un siècle que les médecins ont mis un nom sur ce syndrome. C'est en 1925 que le docteur Willy Klein, un neurologue allemand, décrit pour la première fois une série de 9 cas de jeunes personnes souffrant d'hypersomnie aiguë. Des crises de sommeil s'étalant de plusieurs jours à plusieurs semaines. Entre 1925 et la fin des années 50, 2 nouveaux cas seulement seront identifiés par Max Levin, un psychiatre de Pennsylvanie cette fois. Le syndrome sera baptisé du nom de ces 2 scientifiques, et Johnny en a tous les symptômes. La déréalisation, les patients la décrivent très bien comme l'impression d'être dans un rêve, que autour d'eux, rien n'a vraiment d'importance et ce qui leur arrive ne leur arrive pas vraiment. C'est un symptôme qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on est dans un beau rêve, est très désagréable. Les patients ont horreur de ça et ils le détectent quasiment dans la première heure de survenue de chaque épisode. Ça leur donne aussi l'impression que la nourriture n'a pas forcément le même goût, ou qu'ils nous voient mais pas à la bonne distance, ou que quand ils sont sous la douche par exemple, l'eau coule sur eux mais ils ne sentent pas la température au même moment qu'ils la voient sur leur peau. Et si en France ce syndrome est totalement mystérieux, en Angleterre tout le monde le connaît grâce à Louisa Ball, 13 ans, surnommée la Belle au bois dormant. Elle passe des semaines entières à dormir, à tel point que ses parents sont obligés de l'alimenter de force pour ne pas qu'elle dépérisse. Les troubles de Johnny portent désormais un nom, Kleine-Levin. Le jeune homme se sent libéré d'un poids énorme. Il n'est ni fou, ni dépressif, ni drogué. Il est juste malade. On a été soulagés de savoir enfin qu'on avait trouvé cette maladie. Enfin. On n'y croyait plus, à vrai dire. Soulagé de savoir que j'avais déjà quelque chose, au moins qu'on reconnaisse ce que j'avais. Mon fils a été heureux qu'on lui a indiqué qu'est-ce qu'il avait exactement et qu'il n'a pas été pris pour un fou. On a arrêté de penser que c'était du cinéma. À la lumière de ces révélations, l'histoire de Johnny prend tout son sens. Les crises de sommeil incontrôlables, la sensation de vivre un cauchemar éveillé, l'insensibilité, ce sont les symptômes caractéristiques de la maladie de Kleine-Levin. Même l'accident de scooter trouve sa place dans ce puzzle, car le syndrome se déclare souvent après un traumatisme. Johnny a testé plusieurs traitements sans grand succès. Il est désormais reconnu travailleur handicapé, mais comme sa famille à l'époque, ses collègues émettent souvent des doutes sur son histoire. Ils me voient tous les jours dans la rue, donc c'est sûr, ils vont me dire bon, bah, tout va bien, il n'y a rien. Quand je lui dis que j'ai ce syndrome-là, bon, ouais, ça passe par ici, ça ressort de l'autre côté. Et après, quand je leur dis que je suis travailleur handicapé, là, ils me regardent 2-3 fois, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué. Sa famille l'épaule autant qu'elle le peut dans ce long combat, dont on ne connaît pas encore l'issue. Je le sens quand même découragé parce que j'ai l'impression qu'il pense qu'il va jamais s'en sortir en fait et qu'il n'a pas le contrôle sur ça, sur la maladie et que... Enfin, on ne sait pas l'avenir, en plus on ne sait même pas ce qui va se passer après par la suite. On recense aujourd'hui 110 patients en France atteints du syndrome de Kleine-Levin. Selon les quelques statistiques disponibles concernant cette maladie rarissime, elle devrait se résorber spontanément vers l'âge de 30 ans. Si les chiffres se confirment, Johnny, avec ses 31 ans, devrait être bientôt tiré d'affaire.